Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de correction de l'épreuve dite de procédure civile et mode alternatif de règlement des différends de l'examen d'entrée à l'école des avocats. Je suis Michel Attal, je suis maître de conférence des universités, je suis en poste à l'université Toulouse 1 Capitole et je suis spécialisé notamment en procédure civile, qui est une matière que j'enseigne depuis une dizaine d'années maintenant, en licence 3 pour des cours de droit judiciaire privé, en Master 1 pour des cours de procédure civile approfondie. J'ai également donné plusieurs séminaires de procédure civile en Master 2 et surtout j'enseigne cette matière depuis 10 ans maintenant au sein de l'Institut d'études judiciaires de Toulouse et plus précisément au sein de la préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats. Nous allons donc travailler ensemble sur l'épreuve de procédure civile et une mode alternatif de règlement des différends, comme le veut la nouvelle dénomination de l'épreuve dans le programme. Comme vous le savez, le choix d'une épreuve de procédure est obligatoire. Vous avez le choix entre plusieurs types de procédures, procédure civile, procédure pénale ou contentieux administratif. Le choix du type de procédure est en revanche lié au choix du bloc de matière de fond que vous aurez choisi. C'est-à-dire que concrètement, ceux qui auront choisi par exemple le bloc de matière droit pénal auront l'obligation de choisir l'épreuve de procédure pénale. Pour l'épreuve de procédure civile, plusieurs blocs de matière peuvent conduire au choix de cette épreuve. C'est donc une épreuve qui est passée par un grand nombre de candidats à l'examen d'entrée au CRFPA. Il s'est agi en outre pour l'examen 2017 d'un cas pratique, ainsi que l'avait annoncé la Commission nationale. Il faut se rappeler en effet que le type d'épreuve de procédure n'est pas mentionné dans les règles de l'examen, alors que pour les autres épreuves, notamment l'épreuve de droit des obligations ou l'épreuve de fond, le type de sujet est mentionné. Ce n'est pas le cas de la procédure civile, ce n'est pas le cas de la procédure en général d'ailleurs. C'est la Commission nationale qui avait fait connaître par ses recommandations le fait que ça serait un cas pratique. Alors, nous allons d'abord examiner ensemble le sujet, nous reviendrons ensuite sur les principaux éléments qui permettaient de faire des propositions d'arguments procéduraux, comme le sujet nous y invitait. Mais avant ça, je voudrais vous donner un certain nombre de conseils généraux pour réviser la matière avant même de démarrer l'épreuve. Il faut se rappeler que cette épreuve, comme les autres épreuves d'admissibilité de l'examen d'entrée à l'école des avocats, est une épreuve d'endurance et pas de sprint. C'est-à-dire que c'est une matière, la procédure civile, au sens large, au sens de l'examen, qui nécessite un travail régulier. Il est absolument impossible, de mon point de vue, de bachoter cette épreuve quelques jours, voire quelques semaines avant le jour J. C'est une matière qui mérite d'être mûrie, c'est une matière qui mérite d'être réfléchie. C'est une matière dans laquelle les connaissances vont s'enchaîner de manière parfaitement logique. Il est donc important de s'y prendre vraiment à l'avance et de tester très concrètement ces connaissances. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire très honnêtement un certain travail d'introspection, c'est-à-dire qu'il faut très clairement se confronter au programme d'un cours de droit judiciaire privé de licence 3 habituel, au programme de l'examen en général et de voir exactement où on en est. Est-ce qu'on a des lacunes? Est-ce qu'il y a des notions qui ne sont absolument pas connues? Où en est chaque candidat s'agissant des notions de base, s'agissant des maîtrises des notions de base? Il faut également vérifier, ça ne peut être fait que individuellement, il faut également vérifier si l'on sait se servir du code de procédure civile et si notamment on a connaissance du plan du code qui est extrêmement éclairant quant à la logique de la matière, des principes directeurs, des règles communes à toutes les procédures et ensuite des règles spécialisées pour chaque type de procédure. Si le jour de l'examen, c'est le premier jour où le code de procédure civile est ouvert et le premier jour où il est manipulé, le résultat sera non seulement contre-productif, mais également catastrophique. En cas d'identification de lacunes ou de manque par rapport au programme de base de cette matière, il faut arriver à identifier, de mon point de vue, un ou deux ouvrages, grand maximum, dans lesquels on pourra aller puiser les connaissances manquantes. Il faut rechercher du basique, il faut rechercher du didactique.
Il ne faut pas se lancer dans des approfondissements doctrinaux qui seraient inutilement poussés. C'est la raison pour laquelle il convient de choisir bien en amont l'ouvrage ou les ouvrages qui pourront servir de référence dans le cadre des révisions. Il ne faut pas oublier également, dans cette optique de rechercher le basique et l'explicatif, il ne faut pas oublier d'utiliser les ressources numériques qui vont être à votre disposition, notamment l'UNJF, l'Université numérique juridique francophone, met à disposition des étudiants des établissements universitaires partenaires un certain nombre de cours, notamment des cours de droit judiciaire privé ou de procédure civile, quelles que soient les dénominations, qui peuvent parfaitement être utilisés dans le cadre de ces révisions. Passons donc maintenant à la correction à proprement parler de ce sujet de procédure civile et mode alternatif de règlement des différends. Alors on constate d'abord qu'on est face à un cas pratique relativement long. Dans un cas comme celui-là, je préconise d'aller voir tout de suite la fin de l'énoncé pour déterminer si là où les questions qui vont vous être posées sont générales ou au contraire très spécifiques. En l'espèce, la question peut être qualifiée de générale. En effet, on nous dit que Monsieur Y nous consulte pour que vous lui indiquiez tous les moyens procéduraux qu'il peut utiliser pour assurer la défense de ses clients avec les chances de succès afin d'aider Maître Big Data dans sa stratégie procédurale. On a donc une question d'ordre général, on nous demande d'indiquer tous les moyens procéduraux. En revanche, la question montre clairement qu'on doit raisonner sur une stratégie de défense. Cela doit conduire, à mon sens, à écarter de la copie des précisions abstraites. Il faut en effet que le candidat s'en tienne à l'identification concrète d'éléments stratégiques. Par la suite, je préconise de lire très attentivement le sujet au moins 2 fois, sans prendre de notes, ni commencer de réflexion véritablement procédurale. Le but de cette première étape est de bien s'approprier l'énoncé, de faire sien les faits de l'espèce, comme un avocat qui finalement appréhenderait pour la première fois un dossier qui lui serait soumis. Ensuite, il faut vérifier si le sujet est posé d'un seul bloc ou si plusieurs points peuvent être distingués, comme cela est le cas en l'espèce. Cela va donner une idée du nombre de réponses ou de propositions qui devront être formulées. Ça permet d'avoir une première appréhension de la gestion du temps qui vous est imparti pour réfléchir à la copie et ensuite rédiger la copie. Mais surtout, et à mon avis c'est le point essentiel, cette identification du fait que le sujet soit en un seul bloc ou en plusieurs morceaux va permettre au candidat de structurer la copie autour d'un plan, ce qui est toujours extrêmement appréciable parce que ça va faciliter la lecture par le correcteur. Alors un plan, s'agissant d'un cas pratique, n'est pas forcément un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Le plan et le nombre de parties, en réalité, va être dicté peut-être par le nombre de questions. S'il y a plusieurs questions et que ces questions sont distinctes, ou en tout cas s'enchaînent de manière logique les unes après les autres, le nombre de parties du plan sera évidemment clairement corrélé au nombre de questions que vous aurez à résoudre. Mais il est extrêmement important de garder en tête qu'une copie qui sortira du lot, c'est une copie qui sera très précisément structurée. Alors à ce stade, une fois ces étapes initiales passées, il faut avoir en tête quelques conseils basiques de manière à optimiser son temps de préparation et surtout à optimiser son temps de compréhension et d'appréhension du sujet. D'abord, une fois que les 2 lectures que j'indiquais précédemment sont effectuées, il ne faut pas hésiter à surligner le sujet à partir donc de la 3e lecture. Alors il faut garder en tête que le surlignage doit être une opération intelligente. C'est-à-dire que le fait de surligner frénétiquement la quasi-totalité du sujet ne présente absolument aucune utilité. Ce que vous devez surligner à partir de cette 3e lecture, puisque vous connaissez déjà un peu le sujet, c'est d'une part toute précision factuelle qui vous paraîtrait devoir être exploitée spécifiquement dans le cadre de votre copie, ou bien toute indication procédurale qui vous paraît utile et qui vous paraît de nature à vous permettre d'élaborer votre raisonnement. Ensuite, au rang des conseils de base, disons,
il est très important à mon sens de ne pas se jeter trop rapidement ni sur votre brouillon, ni sur le code de procédure civile. Alors s'agissant d'abord du brouillon, il est en principe relativement bref. Il est très important de ne pas commencer la rédaction de votre copie sur le brouillon. Votre brouillon est là pour mentionner quelques idées. Ça peut être indiqué sous forme de phrases, mais également sous forme simplement de mots ou d'indications isolées. Il faut se rappeler que la durée totale de l'épreuve est une durée de 2 heures. C'est relativement bref entre le temps de compréhension du sujet, d'élaboration de votre contenu et de rédaction de la copie. Le temps passe vite. Si en plus vous rajoutez à cela la rédaction d'un brouillon, vous perdez du temps, ce sera complètement inutile et là encore contre-productif. S'agissant de l'usage du code de procédure civile, que j'ai déjà abordé, le code, l'usage du code, l'utilisation du code doit clairement être maîtrisé. Faute de quoi, le candidat va se perdre dans des connaissances peut-être inutiles, peut-être incomplètes, mais qui de toute façon ne lui permettront pas de marquer des points au sens de la grille de correction et qui en plus vont lui faire perdre un temps qui s'avérera précieux. J'ai constaté à de nombreuses occasions que des candidats qui se jetaient sur le code plus pour se rassurer qu'autre chose, finalement étaient aiguillés sur de fausses pistes, partaient sur des articles ou sur des références jurisprudentielles qui obscurcissaient leur analyse et finalement les faisaient douter. Le résultat à la fin était absolument défavorable aux candidats. Alors l'épreuve totale, je le disais, de procédure, et donc notamment de procédure civile, est calibrée pour durer 2 heures. Alors, le découpage idéal de cette durée de 2 heures est à mon sens le suivant. Il faut consacrer les 20 premières minutes de cette durée à lire le sujet, c'est-à-dire les 2 premières lectures sans notes que j'ai évoquées précédemment, ainsi que la 3e lecture qui comprend peut-être un temps de surlignage. Ensuite, il faut consacrer une demi-heure, à mon avis grand maximum, à l'écriture du brouillon, c'est-à-dire à la structuration du raisonnement et à l'élaboration du squelette de ce que va être la copie. Ensuite, il faut consacrer 1 heure maximum à la rédaction à proprement parler de la copie. Cette phase de rédaction, en principe, n'est pas forcément une phase réflexive. Les éléments de réflexion, vous les avez dégagés pendant l'élaboration du brouillon. Cette durée d'1 heure doit être consacrée à rédiger la copie de manière propre, claire et précise. Et enfin, les 10 dernières minutes doivent être impérativement, j'insiste sur ce point, consacrées à la relecture de votre copie. L'aspect formel de votre copie est extrêmement important. L'absence de fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison est absolument important. Ces éléments-là vont donner au correcteur une appréciation positive ou négative sur la copie. La lecture de la copie, la correction de la copie pourra être grandement facilitée ou grandement compliquée par un usage correct ou incorrect de la langue française. Il est donc important, c'est une phase qui est assez désagréable, mais il est donc important de consacrer 10 minutes à la relecture de sa copie. Au rang des conseils de forme que je peux vous donner, il est également très important de préparer sa copie avant le début de l'épreuve. Je veux dire par là, mentionner le code anonymat, mentionner éventuellement des étiquettes, toutes les indications matérielles qu'on va vous demander de porter sur la copie, peut-être la date de l'épreuve, peut-être le nom de l'épreuve, tout cela doit être élaboré avant le démarrage de l'épreuve. Si vous consacrez les dernières minutes de l'épreuve à donner ces mentions-là, c'est du temps perdu par rapport au découpage que j'ai évoqué précédemment. Il est donc important de ne pas tomber dans ce piège. S'agissant du fond maintenant, avant d'en venir au détail du sujet, je voudrais insister sur un certain nombre de points qui me paraissent importants, de par ce que j'ai pu constater dans la correction d'un nombre maintenant important de copies, dans le cadre de cet examen d'entrée au CRFPA. D'abord, il faut se rappeler que quand il vous est demandé de résoudre un cas pratique, il ne s'agit pas d'une dissertation, il ne s'agit pas d'un rappel de cours. Autrement dit, le cas pratique, l'élaboration d'une copie pour résoudre un cas pratique ne doit pas être le prétexte à restituer du cours.
Pour le dire encore autrement, les connaissances que vous devez indiquer dans votre copie doivent être des connaissances concrètes, doivent être des connaissances appliquées. Il ne s'agit pas de recracher, pour le dire vulgairement, un certain nombre de blocs de connaissances théoriques, parfois éloignés du sujet, qui de toute façon ne vont pas vous rapporter de points et qui en plus vont vous faire perdre du temps pour la suite. Il est important également d'être capable de donner des réponses étayées, des réponses fondées juridiquement. Il est très important, quand vous donnez des éléments de réponse, notamment en procédure, de pouvoir identifier, de pouvoir nommer les fondements juridiques que vous allez convoquer afin d'élaborer vos propositions de solutions. En effet, il est extrêmement important d'être capable de pouvoir discuter à chaque fois les conditions légales ou jurisprudentielles qui peuvent être posées pour l'utilisation d'une notion, pour l'usage d'un mécanisme. Il est donc extrêmement important que le correcteur comprenne bien quels sont les fondements juridiques qui sont invoqués. De la même manière que pour un avocat, il est extrêmement important que le juge comprenne les fondements juridiques sur lesquels on raisonne. Il sera impossible de convaincre pour vous un correcteur et par la suite, quand vous aurez intégré la carrière, un juge sans que les lecteurs de vos copies et ensuite de vos conclusions comprennent sur quel terrain juridique on raisonne. S'agissant de la jurisprudence, il faut la citer quand elle existe et qu'elle est pertinente. Dans ce cas, il faut citer, à mon sens, soit l'arrêt de principe, soit un arrêt récent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est inutile, à mon avis, et encore une fois peu fructueux, de recopier un grand nombre d'arrêts, voire tous les arrêts qui peuvent être cités dans le code sous un article donné. Il faut rechercher la pertinence, il faut rechercher l'efficacité. Et dans le même ordre d'idées, d'ailleurs, dans la structuration de votre copie, il est inutile de recopier intégralement les faits de l'énoncé. Vous pouvez avoir un chapeau introductif qui explique dans quel cadre on se situe, mais il est évidemment hors de question, a fortiori quand le sujet est long, de recopier tous les éléments du sujet et tous les faits de l'énoncé. Au vu des éléments qui précèdent et qu'on a pu déterminer, je propose de passer maintenant à l'examen du sujet et à la correction à proprement parler de ce sujet. Alors, le sujet, comme on l'a dit, se présente sous forme d'un cas pratique, structuré de manière assez logique. Le cas est le suivant. À la suite d'une infection, Madame X, domiciliée à Douai, a fait l'objet de 2 interventions. D'une part, une extraction d'une dent de sagesse et d'autre part, de la pose d'implants et d'une prothèse en céramique par M. Y, chirurgien dentiste exerçant dans la même ville. Ces interventions ont lieu en mars et en avril 2015 et le sujet nous indique que, depuis le temps de ces interventions, Mme X a constaté une lésion du nerf lingual qu'elle impute à l'extraction de la dent de sagesse et également des troubles consistant en des morsures linguales et de la lèvre supérieure apparus après la pose de la prothèse définitive en céramique. Le sujet nous indique que Mme X constitue avocat au barreau de Douai et décide d'assigner le chirurgien dentiste devant le tribunal de grande instance de Douai en responsabilité et en indemnisation sur le fondement de l'article L 1142 du Code de la santé publique. Et je précise que le texte de cet article était donné dans le sujet. On nous explique en effet qu'elle considère, c'est la base de sa demande, que le chirurgien dentiste a commis une faute puisque dans son contexte buccal, une prothèse en résine aurait dû être posée. Elle considère également que le chirurgien dentiste aurait dû l'informer plus précisément quant au risque relatif à la lésion du nerf lingual en cas d'extraction dentaire. L'huissier de justice, nous dit le sujet, procède à la signification de l'assignation par remise à personne le 11 mars 2016. Et on nous indique que le 24 mars 2016, l'avocat de Mme X remet l'assignation au greffe du tribunal de grande instance. Consécutivement à cela, M. Y va constituer un jeune avocat au barreau de Douai, nous dit le sujet, 2 jours après, pour le représenter. On nous explique que l'assignation précise que Mme X réclame 15 000 € au titre de la réparation de ses divers préjudices sur le fondement de l'article précité du Code de la santé publique. Elle réclame également le remplacement de la prothèse, la condamnation du chirurgien dentiste aux dépens et une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en mentionnant, nous dit-on, que Mme X a mis en demeure M. Y de remplacer la prothèse.
Le sujet nous explique que M. Y, le chirurgien dentiste, a bien reçu 15 jours auparavant une lettre recommandée de Mme X qui le sommet de procéder au remplacement de la prothèse en céramique par une prothèse en résine. Le sujet nous indique qu'un juge de la mise en état va être désigné et que les avocats vont en être informés le 14 avril 2016. On nous explique que l'avocat de M. Y, du défendeur, nous indique qu'après relecture des documents contractuels que le chirurgien dentiste avait fait signer à sa patiente, il note qu'à la page 5 figure une clause au terme de laquelle, je cite, « Avant toute saisine du juge compétent pour tout litige survenu à l'occasion du présent contrat, les parties s'engagent à recourir à une conciliation opérée par un membre titulaire du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes. » Le sujet nous explique que le chirurgien dentiste, le 14 avril 2016, obtient du juge de la mise en état une expertise judiciaire pour que soit déterminée l'origine des dommages allégués par la patiente et pour procéder à leur évaluation. On nous indique que la décision fixe à 5 000 € le montant de la consignation, que la date de dépôt du rapport est fixée au 15 septembre 2016 et que la date de communication d'un pré-rapport aux parties est fixée au 12 août 2016. On nous indique que l'avocat va déposer son rapport définitif au secrétariat du tribunal de grande instance le 12 septembre 2016, autrement dit 3 jours avant la date limite, et va envoyer le même jour aux parties l'exemplaire de ce rapport ainsi que sa demande de rémunération pour un montant de 5 500 € par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. On nous indique que l'expert, dans son rapport, conclut que les préjudices subis par Madame X sont liés au manquement aux règles de l'art par le chirurgien dentiste, lequel chirurgien dentiste, nous précisons dans le sujet, est évidemment furieux, et il nous précise qu'il ne trouve pas dans le rapport de réponse au dernier dire écrit que son avocat avait envoyé à l'expert et qui insistait sur le fait que le tableau clinique particulier de la patiente pouvait expliquer les troubles qu'elle invoquait. Le chirurgien dentiste, en outre, n'a jamais reçu de pré-rapport. Le juge de la mise en état va envoyer aux avocats un avis d'avoir à conclure avant le 14 mars 2017, date à laquelle il annonce qu'il rendra son ordonnance de clôture. Le 13 mars 2017, à 16h30, l'avocat du chirurgien dentiste reçoit un jeu de conclusion récapitulative de la part de l'avocat de la demanderesse, avec une demande additionnelle, consistant dans la réparation du préjudice moral pour un montant de 20 000 €, assortie de la communication d'un rapport d'expertise privé établi par un médecin psychiatre. Et le sujet vous demande d'indiquer au chirurgien dentiste tous les moyens procéduraux qu'il pourra utiliser pour assurer la défense de ses intérêts avec les chances de succès, ce afin d'aider son avocat dans sa stratégie procédurale. Alors comme je l'ai indiqué précédemment, il s'agissait ici de déterminer un certain nombre d'arguments de défense, ou en tout cas d'arguments qui pourraient être opposés à la déclaration de bien fondé des prétentions adverses, voire même qui pourrait être opposé à la recevabilité des prétentions adverses. Alors, le premier argument qu'il était possible de soulever, ou en tout cas sur lequel il aurait été utile de raisonner, consiste dans un éventuel non-respect des dispositions prévues à l'article 56 du Code de procédure civile. L'idée est la suivante. Depuis un décret du 11 mars 2015, le législateur a entendu promouvoir les tentatives de conciliation préalables à la saisine des juridictions, ce afin de tenter notamment de désengorger les tribunaux et de favoriser des résolutions amiables d'un litige. C'est la raison pour laquelle, pour chaque acte introductif d'instance, assignation, requête, déclaration, un texte du Code de procédure civile va venir imposer de mentionner dans l'acte introductif en question les diligences qui auraient pu être entreprises en vue d'une tentative de conciliation amiable préalable. C'est le cas pour l'assignation de l'article 56 du Code de procédure civile qui prévoit que l'assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Et cette règle est sanctionnée par le législateur, bien qu'on puisse discuter de l'intensité de la sanction et de l'efficacité peut-être de la sanction, mais toujours est-il que, à défaut de justification de telle démarche de tentative de résolution amiable du litige lors de l'introduction de l'instance, le juge, en vertu de l'article 127 du Code de procédure civile, a la possibilité de proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation.
le texte prévoit des exceptions, c'est-à-dire des hypothèses dans lesquelles on va pouvoir considérer que l'introduction d'une instance a été faite valablement, même sans tentative de conciliation préalable. Il s'agira notamment de l'hypothèse où le demandeur va pouvoir justifier d'un motif légitime tenant soit à l'urgence, soit à la matière considérée, et notamment quand cette matière va intéresser l'ordre public. Quand donc on sera dans un certain contexte d'impérativité. Alors en l'espèce, il me paraît assez net qu'on ne se situe pas dans le cas de l'une de ces deux exceptions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une matière teintée d'impérativité, teintée d'ordre public, et il ne me paraît pas qu'il y ait une urgence particulière dans le cas de ce sujet qui aurait pu être invoquée pour dispenser la patiente de délivrer assignation à son chirurgien dentiste sans avoir tenté une conciliation préalable. Alors, le point qui doit faire débat dans l'énoncé, c'est le fait qu'on nous précise que, et c'est écrit dans l'assignation, l'assignation, l'acte introductif d'instance, mentionne une mise en demeure qui a été délivrée au chirurgien dentiste. Alors la question va donc être de savoir si le fait de délivrer une mise en demeure et le fait d'indiquer cela dans l'acte introductif d'instance suffit ou pas à répondre aux exigences de l'article 56 du Code de procédure civile. Alors cette question relèvera de l'appréciation souveraine du juge. C'est le juge qui va devoir déterminer si, en l'espèce, des démarches ont effectivement été accomplies ou pas pour tenter de parvenir à une conciliation avant que de saisir une juridiction. En l'espèce, il me paraît douteux de considérer qu'une simple mise en demeure puisse constituer une tentative de conciliation au sens notamment de l'article 56. J'en veux notamment pour preuve le fait que quand les avocats rédigent des mises en demeure, ils mentionnent dès la mise en demeure le fait qu'ils ne sont pas fermés à une tentative de conciliation préalable. Ce qui veut dire que le simple fait de délivrer une mise en demeure ne peut pas suffire à considérer que celui au nom duquel la mise en demeure est délivrée propose à l'autre de se concilier. En l'espèce donc, on peut penser que les exigences de l'article 56 n'ont pas été respectées. Ce qui veut dire que les parties, mais là en l'occurrence le défendeur, puisque c'est lui que vous êtes censé conseiller, les parties doivent s'attendre à ce que le juge peut-être fasse une proposition de médiation judiciaire, alors qui ensuite pourra être acceptée ou refusée, mais toujours est-il qu'il est possible que le juge, retardant un peu l'issue de la procédure évidemment, oblige les parties, finalement propose les parties, à tout le moins, à une tentative de conciliation préalable. Cette tentative aura lieu ou pas, elle réussira ou pas, et la procédure suivra son cours en fonction de l'issue de cette éventuelle tentative de conciliation préalable. Ça, c'est le premier axe de réflexion sur lequel je pense qu'il fallait travailler. Également, il fallait réfléchir à l'existence, comme le sujet nous le précisait, d'une clause de conciliation préalable obligatoire. L'idée est la suivante, et la solution est maintenant clairement établie depuis notamment un arrêt de chambre mixte du 14 février 2003, rendu donc par la Cour de cassation. Quand figure dans un contrat une clause de règlement amiable du litige, le non-respect de cette clause, c'est-à-dire le fait de saisir une juridiction sans tenter véritablement une conciliation, une résolution amiable du litige, disons, est un motif d'irrecevabilité de la demande. Le juge ne pourra pas connaître du fond de cette demande, il devra la déclarer comme irrecevable. Alors ceci étant, encore faut-il que cette irrecevabilité soit soulevée par la partie adverse, puisqu'en principe, le juge n'a pas à la relever d'office, c'est une des applications du principe dispositif dans le cadre du procès civil. Ce qui veut dire que l'un des conseils qu'on peut éventuellement donner à M. X, au défendeur, c'est de soulever cette irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, de l'assignation en l'occurrence, pour non-respect de cette clause de conciliation préalable obligatoire. Alors procéduralement,
la Cour de cassation nous explique que cette demande d'irrecevabilité d'un acte introductif pour non-respect d'une clause de conciliation préalable doit être formulée sous le biais d'une fin de non-recevoir, qui est donc l'un des moyens de défense qui peut être ouvert à l'une des parties à un procès, ce qui veut dire que les conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance devront être adressées au tribunal de grande instance statuant sur le fond et pas au juge de la mise en état. En effet, il faut se rappeler que le juge de la mise en état est incompétent, contrairement aux vœux d'une partie majoritaire de la doctrine, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état reçoit une compétence exclusive pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. En revanche, il n'a pas reçu compétence pour trancher les fins de non-recevoir. C'est donc la juridiction de fond qui devra déterminer si oui ou non l'acte introductif d'instance était recevable ou non. L'autre conséquence de cette qualification de fin de non-recevoir, c'est que, contrairement à une exception de nullité pour vice de forme, par exemple, celui qui va invoquer la fin de non-recevoir n'aura pas à justifier d'un grief. Il n'aura pas à indiquer en quoi cette irrégularité porte atteinte à la possibilité pour lui de se défendre correctement ou porte atteinte à un principe fondamental de la procédure. Ça n'est pas requis pour lui, il aura simplement à soulever le manque. Également, puisqu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, il faut se rappeler que le Code de procédure civile, dans son article 122, permet au juge de condamner celui qui soulève une fin de non-recevoir tardivement, dans une intention dilatoire, à des dommages et intérêts. Il faut donc également conseiller à M. X, au défendeur, de ne pas trop tarder à soulever cette fin de non-recevoir. Alors l'une des difficultés s'agissant des fins de non-recevoir en particulier et des moyens de défense en général, exception de procédure ou fin de non-recevoir, si je laisse de côté les défenses au fond, c'est que potentiellement une fin de non-recevoir est susceptible de régularisation en cours d'instance. Alors j'insiste sur ce point parce que, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du non-respect d'une clause de conciliation préalable, la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut se rappeler ici notamment d'un arrêt de chambre mixte du 12 décembre 2014, prévoit justement que dans une hypothèse comme celle-là, la situation n'est pas susceptible d'être régularisée. Autrement dit, si cette fin de non-recevoir est soulevée, l'irrecevabilité sera prononcée et il ne pourra pas y avoir de débat quant à la modification ou la rectification dans un autre acte ou dans le même acte du manque ou de la mention en tout cas erronée. Ce qui veut dire que l'irrecevabilité sera vraisemblablement prononcée et il faut le mettre en lien avec le point précédent, c'est-à-dire qu'il faudra déterminer si le juge va imposer ou pas une médiation judiciaire, en tout cas une tentative de conciliation préalable. Voilà deux axes de réflexion, deux arguments sur lesquels, à mon avis, il fallait raisonner d'un point de vue strictement procédural. Mais également, le sujet, à mon sens, invitait à s'intéresser à la manière dont les opérations d'expertise, qui ont été ordonnées par le juge, se sont déroulées, puisque de la manière dont l'expert se comporte, du contenu du rapport d'expertise, peuvent peut-être être tirés un certain nombre d'arguments qui peuvent permettre de contester au maximum la décision qui va être rendue sur la base du rapport d'expertise ou des opérations d'expertise, et à minima, il est parfois possible de contester les opérations d'expertise en elles-mêmes. Alors, la première difficulté, qui je pense peut être identifiée à la suite de ce sujet, c'est que manifestement, l'expert n'a pas respecté toutes les préconisations du Code de procédure civile, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a au moins deux difficultés. D'une part, quand on lit le sujet, on comprend que l'expert n'a pas répondu à tous les dires qui lui ont été adressés, et d'autre part, on peut comprendre du sujet qu'aucun pré-rapport n'a été établi, alors qu'il ressort du sujet que le juge avait demandé à l'expert d'établir ce pré-rapport avant d'en venir à un rapport final. Alors tout ça pose problème. Dans le cadre du respect du principe du contradictoire, principe directeur du procès civil, l'expert doit prendre en considération les observations des parties. Ce qui veut dire que, et c'est prévu expressément dans le Code de procédure civile, à l'article 276 notamment, l'expert doit faire mention dans son avis des suites qu'il entend donner
aux observations, aux demandes, aux récriminations des parties. Chaque dire, le contenu de chaque dire que les parties vont adresser à l'expert doit être pris en compte par l'expert pour validation ou pour rejet dans le cadre de son rapport. La Cour de cassation explique que, faute pour l'expert de respecter cette préconisation légale, à savoir de donner suite à chacun des dires invoqués par l'une des parties, la sanction prévue par la Cour de cassation, c'est la nullité du rapport d'expertise, mais, particularité, nullité du rapport d'expertise sur la base de l'article 175 du Code de procédure civile. C'est-à-dire que la Cour de cassation, à dessein, a élaboré toute une jurisprudence qui consiste à préconiser de traiter les irrégularités des opérations d'expertise ou du rapport d'expertise comme des vices de forme. Ce qui veut dire que je ne pourrais obtenir la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire, dans mon cas, pour défaut de réponse à un dire adressé à l'expert, que si j'arrive à démontrer un grief. Ce qui risque éventuellement, ici, de poser question pour le défendeur qui voudrait l'invoquer. Alors, dans la lignée de la jurisprudence que je viens d'invoquer, cela va impliquer que Monsieur Y soulève l'équivalent d'une exception de procédure, finalement, ce qui veut dire... Alors, ceci étant, j'emploie le terme d'exception de procédure parce que c'est le régime des exceptions de procédure qui est appliqué à cet argument-là. En revanche, il faut savoir que, à proprement parler, la Cour de cassation explique qu'il convient de soulever une demande en nullité et qu'il ne s'agit pas stricto sensu d'une exception de procédure. Mais pour autant, la Cour de cassation nous dit que l'argument va être soumis au régime de l'article 175. Donc ça n'est pas une exception de procédure, mais le régime applicable est sensiblement le même. Ça veut dire qu'il va falloir que cette demande soit formulée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Et surtout, il va falloir que M. Y, le défendeur, arrive à démontrer l'existence d'un grief, c'est-à-dire arrive à démontrer que le fait que l'expert n'ait pas répondu dans son rapport à l'un des dires qui lui a été adressé, a pu contrarier l'exercice des droits de la défense et a pu tout simplement fausser l'avis de l'expert. Alors en l'espèce, il me semble qu'on peut aboutir à une réponse affirmative, puisque, nous apprend le sujet, le dire consistait à préciser à l'expert que le tableau clinique de la patiente, selon le chirurgien dentiste, était à l'origine du préjudice. Dans la détermination des causes et des responsabilités de chacun, il est évidemment très important que l'expert, qui va être un homme de l'art, puisse répondre à cet argument. Alors ensuite, je le disais précédemment, la seconde difficulté dans la manière dont les opérations d'expertise se sont déroulées, c'est le fait que, contrairement à ce que le juge avait demandé à l'expert, aucun pré-rapport n'a été déposé. L'expert a déposé son rapport définitif à la fin de ses obligations, à la fin de ses opérations. En revanche, il n'a déposé aucun pré-rapport. Alors, dans la pratique, le dépôt de ce pré-rapport peut présenter un intérêt certain pour les parties, puisque les parties sont capables d'identifier les premières orientations de l'expert afin d'identifier des arguments, des contre-arguments, de lui faire d'autres demandes, de communiquer peut-être d'autres pièces, etc., etc. Là, on est dans une hypothèse où le juge lui-même a demandé à l'expert de délivrer un pré-rapport. Ça n'a pas été fait. Peut-on se servir de cela? La réponse est affirmative. En effet, la jurisprudence, la Cour de cassation, depuis 2012, considère qu'il y a en l'espèce violation d'une formalité substantielle qui va être sanctionnée par une nullité pour vice de forme. Ce qui veut dire qu'on retombe sur le régime juridique qu'on a invoqué précédemment, à savoir que d'abord, l'argument devra être invoqué in limine litis. Alors, évidemment, on ne peut pas demander à l'une des parties d'invoquer la nullité des opérations d'expertise avant que les opérations d'expertise soient terminées. Ce qui veut dire que si des défenses au fond, par exemple, ou des fins de non-recevoir ont été dégagées avant que les opérations d'expertise soient terminées,
Il n'en demeure pas moins que, à l'issue des opérations d'expertise, il sera possible de soulever cet argument tenant à une irrecevabilité. Il faudra en revanche qu'après les opérations d'expertise, cet argument soit le premier qui sera soulevé. Alors là encore, il faudra que M. Y, que le défendeur, le chirurgien dentiste, puisse démontrer que la violation du contradictoire par l'expert, de ce point de vue, l'a empêché d'assurer sa défense. Alors là, on peut invoquer un argument assez simple qui est que, puisque M. Y n'a pas eu connaissance d'un pré-rapport, il n'a pas pu, à un moment ou à un autre, discuter les éléments de l'avis de l'expert qui lui avait été défavorable. Alors au-delà de la validité ou pas des opérations d'expertise, le sujet nous invitait également à nous interroger sur le fait que les dernières conclusions qui ont été déposées par l'une des parties l'ont été de manière pour le moins tardive. En l'espèce, on est dans l'hypothèse topique, emblématique de conclusions qui vont être notifiées quelques heures finalement avant la date annoncée pourtant à l'avance de la clôture de la mise en état. Alors, d'un côté, le Code de procédure civile, son article 783, nous dit que tant que les conclusions sont finalement notifiées avant la clôture de la mise en état, elles sont recevables, de même que les pièces qui pourraient être produites à l'appui des prétentions contenues dans les conclusions. En revanche, au rang des principes directeurs du procès civil et au rang donc des textes généraux contenus dans le Code de procédure civile, les articles 15 et 16 de ce code prévoient que les parties doivent respecter le principe du contradictoire. Alors peut-on considérer que des conclusions et ou des pièces qui auraient été déposées le dernier jour, voire les dernières heures d'une mise en état, peuvent demeurer recevables? À mon avis, la réponse est négative et la jurisprudence de la Cour de cassation va en ce sens, c'est-à-dire que le but du respect du contradictoire, c'est de permettre d'être sûr que chacune des parties pourra d'une part avoir connaissance des arguments de la partie adverse, mais surtout pouvoir y répondre. Or là, en l'espèce, en quelques heures, il est parfaitement impossible de prendre connaissance de conclusions au fond dans une procédure devant le tribunal de grande instance et éventuellement d'élaborer une réponse. Donc, à mon sens, le chirurgien dentiste ici, le défendeur, pourra solliciter du juge l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives de la demanderesse en invoquant les articles 15 et 16 du Code de procédure civile. Alors en plus, le sujet ne nous précise absolument pas qu'à un moment ou à un autre, la partie qui dépose tardivement ses conclusions demande un report ou demande la révocation de l'ordonnance de clôture. Alors si le défendeur, si M. Y veut invoquer l'irrecevabilité des conclusions adverses, il va devoir démontrer, ce qui était le cas en l'espèce, que le juge avait préalablement adressé un avis d'avoir à conclure, autrement dit que le juge avait annoncé à l'avance la date à laquelle il faudrait avoir conclu et à l'avance la date à laquelle la mise en état serait clôturée. Et il faudra que M. Y soit capable de justifier de circonstances qui vont l'empêcher de répondre, le cas échéant, aux conclusions adverses. Et là, très clairement, un délai de quelques heures est manifestement insuffisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir envisager une réponse satisfaisante à des conclusions adverses, voire même une simple étude des conclusions adverses. Il y a de la jurisprudence assez constante de la Cour de cassation sur ce point. Autre axe, autre possibilité, si le chirurgien dentiste estime nécessaire de répondre à la demande additionnelle qui figurait dans les conclusions de la demanderesse, il va pouvoir demander le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir exercer sa défense. Alors on peut imaginer plusieurs schémas. Il peut s'agir simplement de demander au juge de reporter la date de la clôture à la date de l'audience de plaidoirie, voire, si on peut justifier d'un motif grave et légitime, de demander purement et simplement la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui aura pour effet de rouvrir pendant un certain temps la mise en état. Dans l'hypothèse où M. Y ne demanderait pas l'irrecevabilité des conclusions ni la révocation ou le report de l'ordonnance de clôture, il faut que M. Y sache qu'il ne pourra pas faire grief par la suite au tribunal de grande instance d'avoir tenu compte de ces conclusions-là, malgré le fait qu'elles étaient tardives, et
d'avoir peut-être fait droit aux prétentions de la demande de res. C'est pour ça que stratégiquement, il faut à mon sens conseiller à monsieur Y, à minima de faire une demande d'irrecevabilité des conclusions, voire de demander un report ou une révocation de l'ordonnance de clôture, faute d'avoir à considérer qu'aucune réponse n'était utile aux conclusions adverses. Enfin, un dernier point me paraît susceptible d'être exploité au regard des éléments de fait qui nous ont été communiqués. On nous explique que l'une des parties va vouloir utiliser, dans le cadre de l'instance, un rapport d'expertise privé. Ce qui pose la question de savoir quel peut être ou quel doit être le comportement du juge, la marge de manœuvre du juge, le pouvoir d'appréciation du juge face à un élément d'expertise privé, c'est-à-dire établi non judiciairement, que l'une des parties produirait à l'appui de ses prétentions. Alors, un rapport d'expertise privé peut tout à fait être communiqué au juge, produit au débat, en tant qu'élément de preuve. La jurisprudence ne fait pas interdiction au juge d'écarter des débats un rapport d'expertise produit par une des parties, sous la seule raison que ce rapport d'expertise a été établi de manière privée. En revanche, ce que dit la jurisprudence, et c'est la raison pour laquelle le juge devra être particulièrement précautionneux quant à la motivation qu'il va adopter. La jurisprudence explique que le juge ne pourra pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport amiable, c'est-à-dire un rapport d'expertise privé, qui ne serait pas corroboré par une preuve complémentaire. Donc un juge peut tout à fait accepter d'examiner un rapport d'expertise privé, un juge peut tout à fait décider de donner raison à l'une des parties en s'appuyant sur ce rapport d'expertise privé, mais il ne pourra pas s'appuyer uniquement sur ce rapport d'expertise, il devra expliquer dans sa décision que d'autres éléments dans le débat l'ont conduit à donner raison à telle partie plutôt qu'à telle autre. Alors en l'espèce, au vu des éléments de fait qui nous sont donnés, il apparaît que ce rapport d'expertise privé ne semble pas avoir été corroboré par un autre élément. Et c'est là-dessus que M. Y devra conclure. C'est ça que le défendeur devra mettre en avant. C'est le fait que, quelle que soit la recevabilité de ce rapport d'expertise, le juge ne pourra pas fonder sa décision dessus, puisque aucun autre élément ne vient corroborer le contenu de cette expertise privée. Bon, enfin, il faut se rappeler que cette expertise privée, elle a été communiquée au rang des pièces par l'une des parties, en même temps que les conclusions. Tout ce que j'ai dit précédemment sur l'éventuelle tardivité de ces conclusions et les sanctions qui peuvent en découler doivent être appliquées également à ce rapport d'expertise privée. Voilà à mon sens quels étaient tous les éléments auxquels le sujet nous invitait à réfléchir dans l'optique d'identifier des éléments de réponse procéduraux que le défendeur pouvait opposer aux prétentions adverses. Voilà, cette séance de correction de l'épreuve de procédure civile est à présent terminée. Elle a été réalisée dans le cadre des formations que va proposer l'Institut ProJuris. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite à rester connecté et attentif, notamment sur la page Facebook de l'école ProJuris, s'agissant notamment, mais pas uniquement, de l'ouverture d'un campus à Lyon. À très bientôt, au revoir.